Hey, salut tout le monde, c'est un bon matin, c'est un beau dimanche. Écoutez, on va faire notre préparation hebdomadaire habituelle aujourd'hui, mais ça va être une session ou une vidéo qui risque de peut-être pousser un petit peu plus loin qu'à l'habitude. Vous le savez, cette semaine, c'est ma dernière semaine avant de partir en vacances, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de weekly prep. On va être de retour comme le 31 avec la prochaine weekly prep qui va aussi être le début du groupe de mentorat là, pour 2024. Donc aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de stock à vous jaser, beaucoup de choses que je veux qu'on regarde ensemble. Les marchés ont été très intéressants la semaine dernière. Je veux qu'on discute un peu plus de fondamental aussi. Je veux qu'on parle de l'année électorale. Je veux qu'on parle évidemment du technique. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Mais on va aussi projeter ça un petit peu plus loin là, que juste cette semaine. Donc, ceux qui étaient là dans les lives cette semaine vont peut-être entendre quelques trucs qui vont se répéter. Mais pour les autres, je pense que c'est quand même là, intéressant d'avoir peut-être mon point de vue là-dessus. Puis pour les autres qui ne s'intéressent pas, ben écoutez, je vous retiens pas de vidéo non plus. Donc, on a pas mal de stock à regarder ensemble au cours des 30-35 prochaines minutes. On va commencer tout de suite avec le petit retour habituel sur la semaine dernière. Semaine où ce que je vous mentionnais qu'on avait un CPI qui est un événement assez important dans les marchés. Puis c'est ce qu'on a vu. Par contre, intéressant comme réaction, tu sais, je vous avais donné un trade la semaine passée où ce que j'étais extrêmement confiant, c'était je vous avais parlé là, des heures régulières où ce qu'il y avait des gaps qui résidaient sur le SP500 et sur le Nasdaq. Je vous avais donné initialement le premier niveau qui était ici à 51,60. C'est un très beau trade qui était possible de prendre lundi matin. C'est ce qu'on a observé ensemble là, dans le live. Par la suite, target numéro 1, en fait, qui était touché même en pre-market. Par la suite, target numéro 2, 51,60, qui a offert une très belle run. La fin du gap, finalement, on n'a pas été en mesure de le faire. Et vous le savez, le target ultime que je vous avais donné était le low de la semaine précédente qui n'a pas été brisé du côté du SP500. Par contre, si on regarde du côté du Nasdaq, ça a été vraiment magnifique. La semaine qu'on avait planifiée s'est déroulée pas mal à la perfection. Je vous dirais que c'est sûr que dans ce cas-là, j'aurais préféré qu'on y aille plus tôt en début de semaine parce qu'on a vu les marchés tenter d'y aller. Une fois, même deux fois là, avant le CPI. Par la suite, on a fini par offrir cette run-là. Mais j'attire encore une fois votre attention sur la façon que la semaine s'est déroulée. Rappelez-vous, la semaine passée, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, ça fait une couple de semaines qu'on est super bullish. Si on est super bullish, qu'est-ce qu'on veut voir généralement? On veut voir un début de semaine plutôt bearish, c'est-à-dire un retracement qui nous donne une opportunité de rider les objectifs longs. Début de semaine qui nous permet de rider les objectifs longs. Et c'est ce qui arrive au cours des 2-3 dernières semaines. La semaine passée, je vous ai donné un outlook qui était différent. Je vous ai dit, j'aimerais ça avoir une certaine force, une certaine résilience en début de semaine pour par la suite réussir à framer une run vers le double bottom qui résidait sur les deux lows des 2 semaines précédentes, c'est-à-dire la semaine du 5 mars et la semaine du 29 février. Donc ce double bottom-là était notre main focus sur Nasdaq et de son côté, il a livré la marchandise. C'était l'indice le plus faible la semaine passée. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Si on a à jouer du upside, personnellement, je me concentrais sur le SP500. Si on a à jouer des shorts, personnellement, mon focus à ce moment-là était tourné vers le Nasdaq. Et on a réussi à prendre une belle petite bouchée sur cette run-down-là la semaine passée. Ça a été une semaine qui n'a pas été nécessairement très très jolie. On a eu plusieurs ranges, plusieurs chops, mais au final, il y a quand même eu les mouvements qu'on voulait au moment où ce qu'on les voulait. C'est encore juste une fois une preuve où ce que less is more, moins de trade, plus de qualité. On avait un CPI mardi, c'est-à-dire que le lundi, on va être prudent. On a eu une belle session le matin, par la suite, ça s'est compliqué, qu'est-ce qui est juste la logique. Par la suite, la journée du CPI, je veux qu'on fasse un petit bout de chemin sur ce retour-là, parce que rappelez-vous qu'est-ce que je vous dis depuis plusieurs mois. Je vous dis que 2022, le focus était sur les CPI. 2023, je vous ai dit, on va perdre un peu ce focus-là. Pourquoi? Parce que, écoutez, on va revoir une baisse de l'inflation qui va frapper les attentes des CPI. Et qu'est-ce qu'on a eu en 2023? C'est exactement ce qu'on a eu. On frappait les estimations. On n'avait pas nécessairement une grande volatilité associée à ces CPI-là parce que ça descendait comme anticipé, comme qu'est-ce que la Fed nous disait, etc. Par exemple, 2024, je vous ai dit, c'est même avant ça, là, fin 2023, le prochain moment pivot dans ce marché très complexe-là, d'un point de vue fondamental.
À mon humble avis, c'est vraiment l'inflation qui pourrait revoir une hausse. Là. Rappelez-vous du petit graphique que je vous avais montré il y a de ça 3 4 semaines, je crois, là, qui parlait des années 60-70, où ce que c'est exactement un scénario similaire, une inflation qui a monté en flèche, on a réussi à la contrôler, à la ramener plus bas sur les estimations, mais sans jamais être capable de la casser complètement. Et en ce moment, personnellement, alors que la Fed en décembre criait pratiquement victoire sur cette inflation-là, je vous ai dit que je trouvais ça extrêmement dangereux, les propos qu'elle tenait, et que l'inflation était encore un point majeur, vraiment encore sticky. Et là, ça fait 2 mois consécutifs qu'on a un CPI qui sort plus haut qu'anticipé. Donc, personnellement, je crois que ça va redevenir un enjeu critique cette année, mais on va en parler un peu plus tard, tantôt, lorsqu'on va parler d'un point de vue technique et d'un point de vue un peu qu'est-ce que je m'attends pour le reste de l'année, parce que c'est pas parce que l'inflation reconnaît une hausse qu'on va nécessairement voir la faiblesse que les gens voudraient voir dans le marché, du moins pas pour le moment. C'est ce qu'on va discuter ensemble plus tard, mais je voulais quand même revenir un peu sur le CPI et sur le PPI qui a été pratiquement le double qu'anticipé. Donc ça, c'est vraiment, mais vraiment pas positif là, d'un point de vue. Ben, si on regarde côté données économiques, c'est pas une donnée là, que vous voulez voir. Alors que les gens commencent à parler de coupures, de rate cuts, les chiffres demeurent extrêmement résilients. Donc, ça devient vraiment, vraiment complexe et c'est ce qu'on va discuter un peu plus là, en détail tantôt. Mais je voulais juste simplement revenir sur la semaine dernière avec le CPI. Donc, la run, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le CPI et le PPI mardi et jeudi qui ont initialement amorcé une run-up qui a finalement pas tenu et le quad OPEX est venu vraiment là, offrir la run sur 18,080. J'attire encore une fois votre attention sur à quel moment qu'on a vu de la faiblesse cette semaine. C'est pas un hasard. Là, des fois, vous pouvez avoir peut-être pensé, surtout ceux-là qui sont pas là au quotidien dans le Discord et qui sont pas dans le groupe Facebook, ce que je pose quand même pas mal de stock. Pouvez comme juste, si vous prenez juste mes propos puis que vous regardez ça sans faire de recherche et de comprendre qu'est-ce qui se passe, là, vous dites probablement que c'est un peu n'importe quoi, qu'est-ce que je vous dis. Mais c'est pas du hasard que cette semaine, la faiblesse s'est pointée quand? Elle s'est pointée mercredi. Pourquoi on a topé mercredi? Ben, il y a plusieurs éléments, mais un de ces éléments-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait vendredi? On avait un OPEX. En plus, c'est un quad OPEX, donc l'expiration du corps. Comment de fois je vous répète tout le temps les mêmes choses? La faiblesse, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une faiblesse, mais qui est plutôt une non-force, c'est-à-dire que les flots provenant des options commencent à diminuer et disparaître plus on approche de l'OPEX de vendredi. Donc, à partir de mercredi, dans une semaine OPEX, si tu as à avoir de la faiblesse, c'est là que tu veux l'avoir. Framez ça avec le target qu'on avait, framez ça avec le bias qui était quand même bullish, mais possiblement bearish vers ces zones-là. Qu'est-ce qu'on a eu? Début de semaine qui est un simple rally pour une direction qui se met en place quand? Mercredi, dans une semaine, quad OPEX, qui va livrer l'objectif. Donc, tout est là. C'est toujours la même chose qui se passe. C'est juste que si vous êtes en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe pour vrai, en dessous de qu'est-ce que vous voyez sur vos graphiques et que vous prenez le temps de zoomer out, puis vraiment d'écouter et de comprendre qu'est-ce que je vous dis puis qu'est-ce que je vous enseigne au quotidien, vous n'allez plus jamais regarder les marchés de la même façon. C'est pas un hasard qu'est-ce qui arrive. Il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard dans les marchés. Des fois, il y a des moments où on est moins confiant dans nos analyses et moins confiant de qu'est-ce qu'on anticipe. Et c'est à ces moments-là que je vous dis que c'est des conditions qui ne sont pas favorables et qu'il faut lever le pied dans ces moments-là. Mais dans une semaine comme celle-là où ce que tout tombe en place, ben je veux dire, le short vendredi, sans dire qu'il faut prendre n'importe quoi, mais on peut être très, très, très confiant jusqu'au temps que l'objectif n'a pas frappé et regarder la violence et la plus belle rundown de la semaine et de loin qui s'est mis en place vers le niveau qu'on avait planifié une semaine à l'avance. Donc, on peut poursuivre notre retour avec les références maintenant, côté du dollar US. On ne passera pas beaucoup de temps sur le retour parce que, écoutez, ça a été quand même assez... encore une fois, on va en reparler beaucoup tantôt. Là, je vais vous donner un peu ma vision là-dessus. Semaine assez bullish. Vous voyez, là, on avait ce void-là et ce void-là. Je vous parlais d'un retracement qui risquait peut-être d'aller visiter ça ici. C'est ce qu'on a fait. On a complètement flippé le premier pour toucher 50% du deuxième. On va en parler un peu plus en détail tantôt. Quand même intéressant qu'est-ce qu'on a fait. Et je veux qu'on parle des yields parce que c'est un point majeur que je vous ai mentionné la semaine passée. Je vous ai dit, attendez-vous à avoir de la volatilité sur les yields selon le chiffre d'inflation qui sort. Regardez l'endroit qu'on a trouvé support, exactement sur le gap qu'on avait discuté ensemble, et une très grosse semaine sur les yields qui s'est mise en place. On parle d'un mouvement là, de 6,5%
qui est énorme sur ce genre de produit-là. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui corrobore un peu là, le scénario où ce que l'inflation est pas nécessairement sous contrôle, qu'est-ce qui risque de garder les yields, du moins les rates higher for longer, et c'est un peu là, ça parle, et c'est difficile de jouer du upside dans un marché où ce que tu as dollar up et yields up. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver, on va en discuter tantôt, mais ça demeure quand même quelque chose là, un bon challenge. Avant qu'on regarde un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine, c'est la dernière fois que je vous cille les oreilles avec ça, mais il reste 2 places maximum pour le groupe du mentorat qui débute le 1er avril à mon retour de vacances. On se lance dans 5 semaines ensemble. Très, très intensive. On parle de plus de 30 heures, 4 sessions par semaine, 20 sessions au total. Donc, si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Venez m'écrire en privé si vous avez des questions, mais sinon, visitez mon site web. Tous les détails sont là, le prix, le temps, comment ça marche, etc. Donc, allez voir le site web si le mentorat vous intéresse. Je prends encore 2 personnes pour le groupe qui débutera le 1er avril prochain. D'un point de vue calendrier économique, cette semaine, c'est assez tranquille, mais il y a des nouvelles majeures. C'est-à-dire que lundi, on n'a absolument rien. Je serais prudent de trader lundi, surtout après la grosse journée de vendredi. Je serais quand même prudent. Il y a pas grand-chose sur le radar. Mardi, on n'a absolument rien, mais on a un CPI côté canadien. Côté canadien, ça va un petit peu mieux côté inflation. On bat les estimations, là, donc faut pas non plus crier victoire, là, mais juste d'un point de vue personnel, là, savoir personnel, c'est quand même intéressant de surveiller le CPI. Quelques nouvelles à 8h30, mais rien de trop critique. 20-year bond auction, quand même certaines volatilités qui pourraient être associées, mais rien de très majeur. Et mercredi, c'est le party Super Bowl du stock market, c'est-à-dire qu'on a le FOMC meeting, l'interest rate decision et le meeting qui s'ensuit à 14h30. Comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, J-Power se ramasse un peu dans une situation complexe actuellement qui doit décider entre le growth et la politique. Je ne veux pas rentrer dans le gros détail, là, mais je le répète encore une fois, c'est une année électorale cette année. Et si vous enlevez ce facteur-là de l'équation, je ne crois pas, vraiment pas, que J-Power aurait eu le discours qu'il y a eu en décembre, c'est-à-dire que OK, on va commencer à couper en 2024. Notre target sur l'inflation, on voit qu'on est en contrôle. Ce genre de propos-là fait un énorme clash avec toutes les données qui sortent et le CPI des 2 derniers mois corrobore encore une fois cette version-là et ce scénario-là que je vous dis où ce que l'inflation je ne dirais pas qu'elle est hors de contrôle, mais est beaucoup plus sticky que qu'est-ce qu'on le laisse croire. Et de revoir une hausse comme ça de l'inflation alors que on parle de rate cuts, personnellement dans ma tête, ça sonne vraiment pur et dur une décision qui ressemble à être politique. Donc en ce moment, c'est sûr que si on ne prend pas vraiment contrôle sur ce qui est en train d'arriver sur l'inflation, on risque encore une fois de l'échapper parce que vous le savez, c'est un chiffre qui lag énormément. Donc si on commence à easer un peu comme on a fait là, lors du COVID, je ne compare pas les deux situations, mais c'est un peu la même chose. Rappelez-vous, l'inflation était sous contrôle jusqu'au temps qu'elle devienne vraiment plus. Et le fait de réagir plus tard comme ils l'ont fait a causé 2 années d'inflation excessive. Et là, c'est un peu ce qui est en train de réarriver. Je pense personnellement pas que je pense personnellement que si on ne reprend pas en contrôle rapidement et qu'au lieu de ça, on décide de easer, c'est-à-dire de couper les rates éventuellement cette année, on va se ramasser avec une autre vague d'inflation qui pourrait à ce moment-là être beaucoup, beaucoup plus compliquée à gérer et beaucoup, beaucoup plus dangereuse pour les marchés parce qu'on n'aura pas les outils qu'on a toujours utilisés dans le passé. Et là, il va falloir remonter à des dizaines et des dizaines d'années pour comparer les deux scénarios. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous parler cette semaine-là avec un outlook sur l'année électorale qui joue un rôle sur les décisions côté FOMC, rate cuts, etc. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce que J-Power va nous sortir de son chapeau lors de sa press conference mercredi 14h30. Je vous dirais que c'est quelque chose que vous voulez vraiment être attentif. Je vous dirais que trader avant ça, donc trader avant mercredi, je serais prudent. Ça veut pas dire qu'on peut pas trader, mais focuser sur des petits scalps, des trades A+, qui sont rapides. Prenez vos profits. Essayez pas de jouer au super-héros. Tant que le FOMC n'est pas derrière nous, là, ça risque d'être une semaine un petit peu plus complexe. Donc vraiment, vraiment hâte de voir les propos de J-Power avec les 2 derniers CPI plus élevés qu'anticipés.
Les chiffres d'emploi qui demeurent excessivement résilients. On a vu le jobless claim baisser un petit peu, mais le non-farm payroll est quand même encore résilient. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que JPAR va nous sortir là-dessus. Sinon, après le FOMC, je vous dirais que la semaine débute réellement. Donc, jeudi, vendredi, vous risquez d'avoir des très belles journées. Je vous dis vous risquez parce que personnellement, je vais être absent. Mais on a le jobless claim habituel, le Philadelphie Fed Manufacturing Index à 8h30. Donc, ça, c'est des belles nouvelles là, avant l'Open qui peut aider à frame and run. On a les PMI à 9h45, j'aime un petit peu moins. On en a d'autres autour de 10h. On a Fed Speaker à midi. Donc, jeudi, une journée très remplie. Après un FOMC, quand même très favorable de transiger ce genre de journée-là. Vendredi, on a encore une fois JPAL qui prend la parole à 9h dans une conférence avec plusieurs Fed Speakers qui parlent justement de l'économie après pandémie. Donc, je serais prudent quand même là-dessus, là, juste voir les propos qui vont sortir, mais je serais prudent à l'Open. Personnellement, j'attendrais peut-être plus autour de 10h, là, comme à l'habitude là-dedans, et d'autres Fed Speakers qui reprennent la parole au courant de la journée. Donc, un calendrier économique quand même assez chargé, mais le clou de la semaine, là, c'est vraiment le FOMC meeting de mercredi après-midi. Mercredi matin, personnellement, c'est 100% certain que je ne trade pas ça tant que le FOMC n'est pas sorti. Après le FOMC, il y a toujours, pour les gens plus expérimentés et pour les autres qui veulent trader en démo, qui débutent, il y a toujours des belles runs, généralement associées après la décision. Euh, Toujours quelque chose qui sort de deux façons, c'est-à-dire on a un first move qui est le fake move à 14h et 14h30, 14h45 généralement. On a une run qui s'amorce, donc à surveiller de ce côté-là. Du côté des earnings, je vous le dis, là, ça fait plusieurs semaines, je vous le dis, c'est déjà pas mal sur le neutre, mais il y a quand même une couple de compagnies que je veux qu'on regarde cette semaine. Pas grand-chose lundi, pas grand-chose mardi. On a MU, qui est quand même intéressant mercredi, qui pourrait avoir un certain impact sur Nvidia et AMD, donc gardez ça à l'œil. Sinon, Nike, jeudi. Et Lululemon aussi, qui a toujours des gros mouvements sur les marchés, là, généralement lors des earnings. Donc, gardez ça en tête ce jeudi. Maintenant, crunch time, on est rendu sur qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine semaine. Et comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je veux qu'on discute un peu plus pas juste de cette semaine, mais potentiellement, tu sais, je vous ai déjà glissé des mots sur qu'est-ce que je pensais de l'inflation CPI, qu'est-ce que je pensais de la Fed, côté année électorale, etc. Je veux maintenant qu'on parle un peu du quad OPEX. Si on recule, là, écoutez, je sais que je reviens souvent sur des propos qui ont été mentionnés, mais c'est juste pour que ceux qui m'écoutent sur une base régulière et depuis longtemps soient capables de faire des liens. Et rappelez-vous, en novembre, décembre dernier, je vous ai dit, on est 1000% bullish sur la fin de l'année. Pourquoi? Parce que le quad OPEX l'OPEX de novembre ici, en fait, on a vu quoi? On a vu notre lot. Ça a été un lot qui était considérable. Rappelez-vous, je vous mentionnais, OK, on a une fenêtre d'opportunité ici. On en a profité big time. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les flots ont repris le contrôle jusqu'à l'OPEX de novembre. Et par la suite, le fait qu'on ne soit pas capable de réaliser la volatilité sur ce lot-là a propulsé le marché plus haut. Et là, ça a amorcé une run complètement parabolique vers la fin de l'année. Ça, c'était quelque chose qu'on avait anticipé. Par la suite, à partir de 2024, je vous ai dit janvier, l'OPEX de janvier, c'est une fenêtre de faiblesse potentielle. On a vu une certaine faiblesse qui n'a pas été capable de se réaliser. Donc, on est allé plus haut. Par la suite, on a vu quoi? Je vous ai dit quoi? La fenêtre de février. C'est vraiment là que je voudrais voir quelque chose se passer. Qu'est-ce qui est arrivé? On a vu une faiblesse qui s'est mise en place, pas été capable de se réaliser, et on a été projeté plus haut. À partir de là, je vous ai dit, la dernière chance, c'est le quad OPEX de mars. Et c'est exactement là qu'on est. Je vous dirais qu'il est encore plus important, qu'il est encore plus pertinent. Parce que quand je parle d'OPEX, c'est toujours critique. Mais quand on parle de quad OPEX, c'est critique avec un petit plus au côté, parce qu'il y en a juste 4 dans l'année. Et c'est le même effet qui est retrouvé, mais amplifié. Donc là, on vient d'effacer demain, qui est lundi, les marchés ouvrent avec les flots qui ne sont pratiquement plus existants. Donc, il y a un énorme open interest de gamma exposure, de delta exposure qui n'existe plus. Donc, on n'a plus ce support-là qui provient du marché des options, comme on a vu dans le premier quart. Vous avez vu à chaque fois qu'on avait de la faiblesse, comment qu'on partait en V à chaque fois. Et ça, c'est assez... je vous dis pas que c'est juste ça, comprenez-moi bien, on était bullish, il y a d'autres facteurs évidemment qui jouent là-dedans, mais c'est quand même un facteur assez important, je vous dirais surtout depuis comme un mois. Depuis qu'on a passé la fenêtre de février,
Ce qui nous amenait à Mars, c'était excessivement complexe à faire, voire de la faiblesse, et on l'a vu à chaque fois, on partait en V comme on a vu. Et bon, maintenant, mercredi, regardez c'est quoi, quand est-ce qu'on a topé. Oui, on a eu un petit bump jeudi, mais c'est quand même mercredi qu'on commence à avoir de la faiblesse dans une semaine OPEX, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas un hasard. Maintenant, les 5 prochains jours sont pivots, puis je dirais même, là, généralement, c'est 2 semaines après l'OPEX où ce qu'on a une certaine fenêtre. Et j'aimerais vraiment, vraiment que cette fenêtre-là se réalise. Et non pas seulement pour avoir raison, mais parce que je pense personnellement qu'à moins qu'il arrive une catastrophe dans cette fenêtre-là, qui n'est pas impossible, mais c'est pas nécessairement ce que j'anticipe, à moins qu'il arrive une catastrophe, je m'attends à ce qu'on ait un méchant beau pullback et que ce pullback-là nous donne une méchante belle possibilité de trouver des opportunités pour se positionner long vers un restant d'année qui est assez solide. Pourquoi? Ben, l'année électorale est un facteur. Le fait que la Fed semble vouloir prioriser le growth, la croissance pour l'instant versus l'inflation est un autre facteur. Donc là, je rentre un peu plus dans le macro, un peu plus dans le fondamental. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas nécessairement très préoccupé par la suite des choses qui nous amènent après les élections ou sur la fin de l'année. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est que je m'attends personnellement à un prochain quart qui pourrait être excessivement bullish si on est capable de holder un pullback qui pourrait se mettre en place au cours des 5 à 10 prochaines trading sessions, pourrait extensionner aussi pour un mois de temps, ce ne serait pas impossible. Mais personnellement, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller pour acheter le prochain pullback. Je ne vous dis pas que je vais acheter lundi sur un lower low. Je suis en train de vous dire que cette semaine, mon approche est plutôt bearish, mais pour la suite des choses, c'est plutôt très bullish. Donc voilà mon outlook pour le reste de l'année. Si on passe au travers de cette fenêtre de faiblesse-là, entre guillemets, où ce qu'on peut vraiment focuser sur le downside, évidemment, c'est ce qu'on va discuter dans les prochaines minutes, des très beaux targets qui nous attendent. Mais la suite des choses là, pourrait vraiment être intéressante. Donc voilà, pour cette semaine, qu'est-ce que je vais surveiller? Si on regarde en weekly, premièrement, puis tu sais, ce pullback-là, pourquoi que le titre dit que ça serait un pullback qui sera le bienvenu? De un, c'est parce que je suis très confiant qu'on va l'avoir, mais de deux, c'est parce que ça va faire du bien de liquider beaucoup de lots qui n'ont pas été... tu sais, c'est pas une trend qui est saine, comme de fois je vous l'ai dit au cours des dernières semaines. T'sais, on pourrait parler de ce swing low-là. C'est vrai que ça en est techniquement un, mais on parle de 3 ticks. 3 ticks, là, c'est pas personnellement suffisant pour prendre une liquidité qui réside en dessous. Donc, il faut remonter littéralement au début de l'année, au 2 janvier, pour trouver un swing low en weekly. Higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Je le sais que techniquement parlant, c'est un lower low. On s'entend là-dessus, mais je le considère pratiquement plus comme un double bottom qu'un lower low, étant donné qu'on parle de 3 ticks. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 semaines consécutives sans que la liquidité de la semaine précédente ait été prise. Et ça, les amis, c'est pas une trend qui est saine, c'est pas une trend qui peut demeurer comme ça très longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle... Puis oui, ça ici, ça justifie, encore une fois, je le répète, là, mais il reste qu'il y aurait quand même un ménage à faire, à cleaner ces lots-là, qui nous donnerait potentiellement vraiment, mais vraiment, un beau pullback pour propulser ça plus haut par la suite. Donc, c'est ce que j'anticipe cette semaine, personnellement. Évidemment, le focus, le premier target, demeure le même target que la semaine passée. Le simili double bottom ici. Pourquoi je dis simili? Parce que, vous voyez, on a quand même un higher low, là. Mais il reste que cette liquidité-là est très importante actuellement. Elle est aussi formée à l'intérieur d'un void en daily. Donc, personnellement, le premier target que j'ai, mon focus sur le downside cette semaine, va être 51,26. Ça, c'est mon premier objectif. À partir de là, la réaction va être très importante. Encore une fois, je vous parle de quelque chose de peut-être un peu plus important, mais c'est pas impossible qu'on ait simplement un pullback là-dedans puis qu'on réagisse par la suite. Personnellement, c'est pas vraiment ce que j'aimerais parce que je suis pas prêt à me positionner long là-dedans. C'est trop court comme pullback. Qu'est-ce que je voudrais voir, c'est qu'on est capable d'aller chercher ça. Par la suite, on pourrait voir une accélération à l'intérieur de ce void-là qui serait quand même un signe, là, une confirmation assez importante qu'on veut aller un petit peu plus bas. Par la suite, on pourrait filer ce gap-là. Ça, c'est évidemment mon target numéro 2, c'est le gap fill à 50,61.
Par la suite, si on est capable de passer du temps en dessous de ça, là, ça devient intéressant parce que le focus, là, personnellement, target entre guillemets ultime, ou ce que j'aimerais voir ce pullback-là des 5 à 10 prochains jours aller, est autour de 5000, qui est premièrement un chiffre psychologique important, mais deuxièmement un double bottom qu'on a discuté tantôt. Je le sais, si vous regardez les lots, on parle de 49,99,50 versus 5075. On a littéralement 5 ticks d'écart entre ces lots-là. Et oui, ça, c'est considéré comme un low, mais personnellement, si on s'approche de ces niveaux-là, ça va agir comme un aimant et ça va devenir mon focus. Donc, pour cette semaine, mon focus, si on a à avoir de la faiblesse qui est quand même un petit peu plus importante, serait Target 1, 51,28, 50,60 et le chiffre 5000. À partir de là, ça pourrait commencer à devenir une zone d'intérêt pour surveiller un bounce. Mais honnêtement, c'est pas impossible qu'on voit un pullback de 5 à 7 peut-être même 10 au cours des 2-3 prochaines semaines. Ça serait encore une fois, ce pullback-là serait le bienvenu pour le scénario que je vous ai expliqué, demeure le même. J'aimerais quand même, je serais extrêmement bullish selon à quel endroit qu'on réagit pour le reste de l'année, à moins d'une catastrophe qui n'est pas impossible. Mais tant que ces niveaux-là hold, personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Ma ligne dans le sable, là, cette année, pour ce pullback-là, est autour de 4600. Là-dedans, il faut qu'on trouve support. Je serais très surpris qu'on aille aussi bas que ça, mais c'est pas impossible. Et alors que tout le monde serait en train de crier catastrophe, puis sell-off, puis crash, personnellement, si on aura un setup qui semble, selon mes standards, donner un lot, je serais 100% confiant de me positionner long, quitte à prendre un loss. Ça me ferait plaisir de prendre un loss sur ces niveaux-là pour un swing long de plusieurs semaines / plusieurs mois. Donc, je vous le donne, là, ça me surprendrait bien gros qu'on voit ça avant mon retour le 31, là, mais quand même, c'est quand même quelque chose que je veux surveiller. Mais sinon, là, ça serait vraiment, personnellement, je surveillerais comment on réagit à l'intérieur de cette chandelle-là qui devrait agir comme un bloc. On pourrait aller aussi balancer cette zone-là, qui est un void en weekly, avant de revoir une certaine force. Donc, ça ressemble à ça pour l'SP500 côté target. Maintenant, comment qu'on peut travailler pour se rendre là? Ben, c'est assez simple. Vous voyez le void qui a été créé sur la chandelle de mardi, sur le CPI de mardi cette semaine. On a créé cette chandelle-là, on a créé le void et on n'a pas été capable de le holder. Initialement, on a weaké true. Et regardez le close, regardez la précision du void, quand même pertinent. Par contre, vendredi, boom, close under. À partir de là, je veux que cette zone-là, en fait, pour confirmer le scénario que je viens de vous expliquer et confirmer peut-être un downside clean pour 5 à 10 prochains jours, je veux voir ce void-là être flippé et être respecté. C'est-à-dire que si on donne un rally, je veux voir une réaction et un close à l'intérieur ou en dessous. Je ne veux pas qu'on revoie un close over. Tant qu'on donne un rally, et j'aimerais vraiment ça, si on peut avoir un rally lundi, mardi, en début de semaine là-dedans, personnellement, je vais prendre une shot short en swing avec un stop loss sur le swing high qui est là et un reward initialement. On parlerait d'un risque d'environ, personnellement 50% du flip, je le prendrais. On parle d'un risque d'environ 1%, target 1, 1.5%. Le gap fill pour le deuxième target, environ 3%, et par la suite, le target un peu plus ultime, là, 4%. Donc, on parle d'un trade qui serait vraiment intéressant. Personnellement, vaudrait la peine d'être pris là, dans ma situation. Donc, c'est ce que je vais surveiller. Vous voulez absolument voir ce void-là être respecté. Pas la fin du monde s'il n'est pas respecté, ça invalide pas tout ce que je viens de vous dire, mais ça fait juste vous démontrer quand même un marché qui est peut-être un peu plus résilient qu'on le voudrait et qui va peut-être à ce moment-là commencer à avoir une consolidation dans votre fenêtre de non-force au lieu de voir de la faiblesse. Et ça, c'est pas un signe que j'aimerais parce que ça va être très difficile pour moi de vouloir voir quitter cette consolidation-là avec confiance, malgré le fait que je pense qu'on pourrait aller pas mal plus haut. Donc ça ressemble à ça, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Peut-être une vidéo même à réécouter. Ça va être un peu plus long, ça fait déjà 30 minutes, mais je pense personnellement que ça va être une des meilleures weekly prep qu'on n'aura pas faites jusqu'à maintenant. Donc ça ressemble à ça. Anyway, il faut que je vous donne l'info que personnellement je trouve pertinente. Je ne vais pas couper les coins ronds juste pour fitter dans votre time frame idéal qui serait une trentaine de minutes. Désolé pour ça, mais ça ne sera pas le cas. Si on regarde du côté du Nasdaq maintenant, je vous épargne là, le scénario complet que je vous ai déjà expliqué sur IS. Ça demeure le même sur Nasdaq, évidemment. Par contre, j'attire votre attention quand même là, sur la weekly chart qui est un peu plus
joli à mon goût, du moins qui parle un petit peu plus que le SP500. On a eu ce top-là qui est, à ce moment-là, on avait un Nasdaq extrêmement fort, pullback, higher high, et là, la faiblesse commence versus le SP500. Donc, la dernière up candle en weekly, qui est la semaine du 26 février, vous voyez, j'ai tracé l'entrée et 50% de cette chandelle-là en weekly, qui, personnellement, je voudrais qu'il agisse comme bloc au cours des prochains jours. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. En daily, c'est un peu focal si vous regardez ça comme ça, mais la weekly candle va toujours dominer quand même la weekly chart, la daily chart et le reste. Vous le savez, bigger picture, c'est ce que vous voulez focuser. Il y a quand même une partie de moi qui trouve ça un petit peu gossant qu'on ait liquidé ça. Ben, pas gossant, mais qu'on ait liquidé ça et que ça semble être un genre de pattern break qui est trop évident et qu'on pourrait très bien revoir cette force-là. Qu'est-ce qui n'est pas un scénario impossible? Par contre, la raison pour laquelle je fais confiance à ce breakdown-là, c'est que d'où ce qu'on arrive est pertinent et le SP500 tire de la patte. Là, tu vas me dire, OK, mais comment tu fais pour dire que c'est pas une divergence et que c'est plutôt le SP500 qui va rejoindre le party? Ben, c'est l'expérience qui parle un peu ici personnellement et la fenêtre post-quad OPEX qui me donne confiance qu'on a une certaine continuation, mais quand même, soyez prudents. Qu'est-ce que je veux voir en cas de, en début de semaine? Si on a un certain rallye, personnellement, je veux voir cette zone-là donner une résistance. Il faut qu'on trouve une certaine résistance là-dedans. Pourquoi? Premièrement, ça sera un retracement de 50%. Deuxièmement, si on est capable de passer over ça, ben oubliez ça. Ça va avoir été un fake down et on va repay off. Et là, honnêtement, ça va rendre un peu ça va rendre des choses un peu plus complexes dans l'optique où ce que je suis extrêmement bullish pour la fin de l'année. Ben, sauf que je suis pas bullish à n'importe quel niveau, vous comprenez? Je veux dire, si je serais pas à l'aise d'acheter long ici. Par contre, si on me donne un pullback là-dedans, là, je suis à l'aise. Le risk-reward est beaucoup plus pertinent. On sait qu'on a fait le ménage sur le downside. Donc, ça se justifie. Mais je ne serais pas à l'aise seulement de voir ce pullback-là qui me ramène plus haut. Personnellement, ça va me garder sideline pour encore un bout de temps. Donc, ça, c'est ce que je veux voir rejeter en début de semaine. On pourrait même parler du petit gap ici aussi. Si vous voulez une extra confirmation, là, j'aimerais que le petit gap potentiellement go qu'on a créé vendredi demeure ouvert à l'intérieur du bloc en weekly. Donc, c'est ce que je voudrais voir personnellement. La zone bleue que vous voyez là, c'est le void qui a été créé sur la chandelle jeudi le 22, qui est ici. Vous voyez comment on a passé du temps dans la première portion de ce void-là. Oui, c'est bullish, mais maintenant, le d'où ce qu'on arrive domine et à mon avis, j'aimerais qu'on blow ça. À partir du moment où on a un close en dessous, c'est une autre confirmation qui me plaît beaucoup. La ligne qui peut sembler un peu out of nowhere ici à 17, autour de 18 000, c'est le gap fill si vous le regardez en 1 heure. Ça, c'est le premier target que vous allez avoir cette semaine, du moins que je vais avoir cette semaine. Et là, on a zoomé out. Premier target que je vais avoir cette semaine, vous voyez là, le gap up qu'on a eu, ben personnellement, le premier target down cette semaine, c'est le gap fill play sur ce setup-là. Donc, c'est le niveau autour de 18 000 qui va être mon premier focus. Par la suite, là, on va se concentrer sur les targets un petit peu plus bas, vous donner un outlook un peu plus loin. On a ce void-là en weekly qui a été testé à 2 reprises. À partir de là, personnellement, vous me voyez venir, là, ce genre de trendline-là imaginaire que tout le monde trace. Comment que je voirais ça cette semaine? Peut-être un first breakdown. On a notre close en dessous du void. On confirme le flip. À partir de là, vous voulez jouer ce flip-là. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? C'est une trendline imaginaire qui hold initialement. Tout le monde achète ce dip-là. On rallie pour retester le flip du void et là, on a notre breakdown. Ça, c'est un trade A++++++ que je prendrais cette semaine. Un autre, c'est que si en début de semaine, on a vraiment ce rallye-là, je suis preneur aussi, mais ça serait un petit peu plus agressif. Si on a un close en dessous du void, un rallye pour un retest, ça, les amis, c'est du bonbon. Très, très, très haut taux de réussite sur ce genre de trade-là. Target 1, évidemment, swing low, mais personnellement, ça serait ce gap-là ici qui réside là. Encore une fois, si je vais vous le montrer, on donne du bon contenu, là. Honnêtement, je suis content de cette weekly prep-là. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à commenter aussi, liker, partager. Écoutez, j'ai de la misère à concevoir là, qu'on n'a genre même pas 200 views sur ce genre de vidéo-là.
qui est du contenu gratuit tellement éducatif. Mais bon, écoutez, j'imagine qu'il y a d'autres choses de mieux, là. C'est sûr, il y a tout le temps de quoi de mieux ailleurs. Mais je trouve que c'est quand même pertinent. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter pour qu'on sorte un peu là, du lot. Vous voyez ce gap-là que je vous parle, là, ce serait mon target si jamais on a à aller plus bas. Au cours des 5 à 10 prochaines trading sessions, ça serait un objectif très, très réaliste, à mon avis. Par la suite, ben là, ça nous amène dans le scénario d'un pullback OK, qui pourrait aller peut-être de 5 à 10 au lieu de 3 à 5, dans le sens que ici, ça nous amène là, peut-être 5% qui fait du sens. Si jamais on veut aller plus bas, ben là, on pourrait venir s'attaquer peut-être à ce double bottom-là et peut-être même ce swing low-là pour trouver un support par la suite. Encore une fois, je doute que ça l'arrive. Si c'est le cas, on va parler d'un pullback qui va probablement durer un petit peu plus que 5 à 10 sessions. Mais il reste que c'est quelque chose de très, très possible. Et si on s'en va là-dedans, je suis, encore une fois qu'on va avoir un setup qui se dessine, très, très bullish pour la suite des choses qui nous amènent vers une année électorale de novembre. Par la suite, je ne vous dis pas que je suis bullish pour la suite. Par contre, ça, c'est au très grand contraire, là, mais ça sera un sujet pour une autre vidéo. Donc, ça ressemble à ça du côté du Nasdaq. Maintenant, je veux qu'on discute un peu des références, puis on va essayer de faire ça vite. Je veux pas non plus que ça dure une heure, là. Mais, tu sais, ça fait combien de temps? Ça fait depuis décembre que je vous dis que les références sont complètement champ gauche. On a une divergence qui est énorme côté dollar US, côté yields, côté volatilité avec le VIX. Et, tu sais, je veux pas... sérieusement, si vous regardez juste mes analyses sur le dollar US depuis 2 mois, sérieusement, la précision est pas là. Oui, on est capable de planifier où est-ce qu'on s'en va, mais où est-ce qu'on s'en va une fois qu'on a réalisé un target est extrêmement / impossible à bien prédire depuis 3 4 mois. Pourquoi? Parce que on travaille vraiment, mais vraiment mal et vraiment pas en synergie à travers les différentes références, les différents indices. Et ça rend la tâche très complexe. Par contre, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que mon outlook pour l'année, dans le scénario où on a un pullback qui s'en vient et potentiellement une grosse run-up sur les indices qui s'ensuit, personnellement, je pense que le dollar US n'aura pas nécessairement besoin de voir de la grosse faiblesse durant cette force-là, ou ce que généralement c'est ce qu'on voit, mais je pense que cette année, ça pourrait quand même diverger sur une très très longue période. Je pense aussi la même chose avec les yields. Dans une optique où ce que je vous ai dit que la Fed choisissait plutôt le growth au lieu de l'inflation, ben personnellement, je pense que ça va causer une divergence qui va se bâtir sur une très longue période et qui va être éventuellement extrêmement, extrêmement dangereuse. Je ne veux pas parler trop vite ou quoi que ce soit là, mais c'est personnellement qu'est-ce que j'anticipe. Donc, sans dire que le dollar US, on s'en occupe pas, mais le dollar US est un petit peu moins pertinent qu'il l'était il y a de ça 4 mois. Donc ça, c'est mon approche sur le dollar US. J'aime quand même là, surveiller la réaction dans ce void-là et sur le void qu'on a créé. Donc là, on a flippé le premier. On en a créé un sur le upside. À partir de là, si on a à avoir un dollar US qui est résilient, et oui, j'aimerais vraiment avoir un dollar US qui est résilient au cours des 5 à 10 prochaines trading sessions, donc 2 semaines. Pourquoi? Parce que si on est un petit peu plus bearish sur les indices, même si on s'occupe moins du dollar US, tu veux quand même un dollar US qui est résilient. C'est sûr que c'est un beau rebond. À la limite, ça ne me dérangerait pas si on verrait une certaine consolidation. Mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir sur le dollar US au cours des 2 prochaines semaines? C'est une énorme faiblesse. Si le dollar US te donne une énorme faiblesse au cours des 2 prochaines semaines, le scénario, ce qu'on pourrait voir un retracement plus important sur les indices, tombe à l'eau. Du moins, il suggère fortement qu'il tombe à l'eau. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, là, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimerais voir. Dans le cas où le dollar US voit cette faiblesse-là, on va probablement plus pencher dans un scénario sideways sur les indices et éventuellement, une fois que la première semaine après l'OPEC soit passée, on pourrait revoir là, une certaine force revenir. Donc, c'est un peu ce que j'anticipe. Surveiller ces niveaux-là. Si on veut voir de la force, évidemment, premier target, 104,295 qui est le swing high, par la suite double bottom autour de 105. N'oubliez pas le void en monthly ici qui a agi comme résistance pour l'instant. Si on est capable de revoir un autre leg higher, ben c'est très, très bénéfique pour notre scénario bearish à court terme sur les indices. Un coup d'œil du côté de l'euro. La semaine passée, je vous mentionnais que c'était un facteur qui me gardait bearish dollar US, bullish euro, ce double top-là. Par contre, si on va garder ça un peu plus intraday,
On remarque qu'il y a beaucoup de lots qui résident sur le dollar US, qui donne pas mal de jus et de raisons d'aimer le dollar US plus haut. Donc, j'aime le double bottom ici et triple bottom ici. Donc, si l'euro décide de rider ces targets-là au cours des 2 prochaines semaines, ça va évidemment donner beaucoup de fuel sur le dollar US pour une ride up qui devrait engendrer aussi une faiblesse sur les indices. Donc, tout ça mis en place fait du sens. Du côté des yields, ben, on en a parlé un petit peu tantôt, mais regardez cette force-là. Tu sais, rappelez-vous, là, dans ce pattern-là, quand on a comme été ici, je vous ai dit, hey, je suis pas très confiant qu'on voit ce break-là. C'est trop textbook, c'est trop comme dans les livres, c'est pas legit. On devrait voir un fake-out avant. On a eu un breakdown, support ici, à l'intérieur du void, le gap qui donne un support, le bloc, tout est là, et on a une grosse réaction avec le CPI qui le drive up. Évidemment, cette semaine, avec les commentaires de G-Power, attendez-vous de voir encore une fois une grosse volatilité là-dessus. Rappelez-vous, au début de l'année, là, en décembre, quand G-Power a parlé au meeting de décembre, au FOMC meeting de décembre, il parlait de rate cuts aussitôt qu'en mars. En ce moment, est-ce qu'on est prêt à des rate cuts avec des chiffres d'inflation qui tick up depuis 2 mois? La réponse, c'est non, évidemment. On ne s'attend pas non plus à une coupure cette semaine, mais il reste que on price déjà plus, après le premier quart, on a coupé presque de moitié les rate cuts qui étaient anticipés pour 2024. Donc, c'est normal de voir les yields monter comme ça, et c'est pas très bénéfique non plus pour les marchés. Donc, j'ai hâte de voir si on est capable de blower ça. Si on a une autre semaine aussi bullish que qu'est-ce qu'on vient d'avoir cette semaine sur les yields, ça fait vraiment du sens avec le scénario d'un retracement un petit peu plus important sur les indices, qui serait vraiment le bienvenu, honnêtement. On va maintenant parler du VIX, qui continue à être compressé, mais qui est compressé quand même up. Donc, encore une fois, je le répète, vol up, indice up. C'est une divergence extrêmement dangereuse, mais une divergence, encore une fois, dans le scénario, ce que je vous explique, qu'on pourrait avoir un certain pullback quand même important au cours important, pertinent, disons-le comme ça, au cours des deux prochaines semaines. Ben, je m'attends pas à ce que le VIX explose, personnellement. C'est sûr que si le VIX explose et qu'il se ramasse à 30, 40, ben là, ça va probablement plus tomber dans le panneau, dans le scénario catastrophe que je vous ai dit. Ça peut être quoi, ce scénario catastrophe-là? Puis tu sais, il faut pas le sortir de l'équation, mais je veux dire, les chances que ça arrive sont extrêmement minces. Mais il y a quand même tellement de risques un peu partout qui se passent que c'est pas impossible. Mais pour que ce scénario-là se mette en place, il va falloir qu'il y ait un événement de volatilité. Et ça, je doute que ça l'arrive d'ici la fin de l'année électorale. Ça, c'est simplement mon opinion. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se ramasser avec un VIX à 20, 25. C'est pas impossible. Ça peut même arriver en 2 jours. Je vous le dis, là, ça peut arriver très vite. Et dans ce moment-là, ça serait vraiment... Tout est là pour ça. Je veux dire, un pullback de 3 à 5 et peut-être même 5 à 10 qui serait juste le bienvenu et sain. Par la suite, là, évidemment, on ne parle pas de cette semaine nécessairement, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que, bon, ça va être un peu comme ça l'a été en octobre, un point pivot. On va arriver, exemple, au prochain OPEX et, OK, est-ce que la volatilité se réalise? Et là, on commence vraiment à parler d'un renversement complet, ou est-ce que la volatilité se fait crush et qu'on revient, drive it down, et avoir un effet de levier sur les indices qui nous ramène sur, encore une fois, on aurait quoi? Vol up, indice up. À un certain point, on va recroiser ça et les indices pourraient revoir le upside d'ici la fin de l'année. Donc, tout est quand même en place pour ce genre de choses-là. Évidemment, là, je vous ai tellement donné d'infos aujourd'hui que si vous essayez de tout appliquer ça cette semaine, ça ne marchera pas. Vous allez dire, Chris, Matt, il bullshit bien raide. Non, je vous ai donné un outlook qui est sur plusieurs semaines, plusieurs mois et même d'ici la fin de l'année. Mais pour cette semaine, au cours des 2-3 prochaines semaines, vous voulez voir un VIX qui, pas nécessairement qui explose, mais juste qui grind. Vous voulez voir un VIX qui se réalise un petit peu sur ce downside-là, et par la suite, voir comment qu'on réagit sur les niveaux clés que je vous ai donnés là, du côté des indices. Bon, écoutez, 43 minutes. On va faire ça super rapidement, mais quelques stocks à surveiller. Tesla, swing low qui est ici, à mon humble avis, à l'intérieur d'un void en weekly, très pertinent comme niveau. Je serais surpris qu'on n'aille pas chercher ça au cours des 2 prochaines semaines. Ce swing low-là autour de 150, chiffron psychologique important. Gardez ça sur votre watchlist. Meta, un titre que j'ai parlé beaucoup au cours des dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a? On a eu un gap and go rally. Et là, personnellement, j'aime beaucoup un leg down vers le double bottom du gap des earnings. Donc, gardez ça en tête.
Du côté d'Apple, là, si on est complètement dans le champ, dans un scénario de faiblesse au cours des 2-3 prochaines semaines, attendez-vous à ce que ça soit un leader. Parce que là, vous voyez les spikes de volume, là, virez pas fou avec ces spikes de volume-là sur plusieurs titres, parce que c'est un quad Apex. Il y a une rotation importante qui se passe dans ces moments-là, des remaniements de portfolio très, très importants. Donc, des titres qui étaient mal aimés, comme Apple, depuis le début de l'année, versus un marché extrêmement fort, pourrait devenir un très très bien aimé, vous comprenez? Mais personnellement, je ne serais pas bullish si on a à être bearish pour un pullback. Par contre, après le pullback, Apple devient un candidat de choix si jamais on a ce scénario bullish-là, c'est-à-dire pullback quelques semaines, bullish pour la fin de l'année. Très, très, très intéressé pour Apple sur la faiblesse et la réaction suivant cette faiblesse-là. Du côté d'Amazon, exactement la même chose. C'est mon préféré, Amazon, personnellement. C'est le titre que je suis le plus bullish cette année vers, puis là, tu vas me dire que c'est juste un move de 5%. Oui, right, c'est un trade de 5 à 10% qui est possible. Je voudrais avoir un pullback dans le même optique que je vous ai déjà expliqué depuis le début du vidéo, vers ce ride-là, à quelque part à l'intérieur du pullback, j'aimerais ça me positionner. Du côté de l'or maintenant, très 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 bullish sur l'or, vous rappelez-vous, on en a parlé, je vous ai donné ce trade-là là-dedans, on a un move de plus de 6% depuis. On a formé un double bottom, personnellement j'aimerais avoir un pullback peut-être là-dedans pour un autre leg up sur l'or, et mon petit titre chouchou minière là-dessus. Du côté de Newmount, ça fait longtemps qu'on en parle, on a parlé des earnings qui ont été dégueulasses, les earnings ont été corrects, mais la réaction a été dégueulasse, énorme prise de liquidité, gap and go, et là on a quand même quelque chose de solide. Vous voulez voir ce bloc-là en weekly all day et ce void-là en daily all day. Très, très, très important de voir un support là-dedans. Si vous voyez de la faiblesse, le scénario bullish est tombé à l'eau, du moins à court terme. Personnellement, je suis rentré autour de 30,9 dans ce coin-là. Donc, déjà un trade là, de 5 à 6%, je pense, même plus que ça, 8% là-dessus. Donc, à surveiller au cours des prochaines semaines. Je vous laisse là-dessus, je pense que c'est assez. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo-là, peut-être un petit peu plus long, mais tout autant instructif, du moins je l'espère. Je vous souhaite une très belle semaine. Personnellement, jeudi départ, là, donc je vais être absent pour la prochaine semaine par la suite. Il n'y aura pas de weekly prep la semaine prochaine. Encore une fois, si le mentorat vous intéresse, il faut régler ça là, avant mon départ de voyage. Donc, écrivez-moi. Il y a encore 2 places, pas plus que ça. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo-là. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez prudents sur les marchés. Venez trader avec nous autres sur le Discord. C'est gratuit. Salut tout le monde. Passez une belle journée.